pas. Alors ça, c'est intéressant. Parce que tu as vu qu'il a dit que jusqu'en 77, je crois, le miroir ne bougeait pas. Oui, ça aussi, je le sais. Je savais qu'il y avait des éléments du miroir qui étaient développés parce que je savais aussi qu'au départ, c'était un miroir noir, un cadre noir et puis cadre blanc et ça a changé en bleu. Mais je ne savais pas que c'était toujours un miroir devant et qu'après, on a fait bouger et que le miroir est justement été déplacé à gauche. Moi, Vers le je croyais futur. que ça, c'était là depuis le départ. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas, en fait, parce que dans le tout premier livre de la méthode Silva, le mec parle de pousser, il ne parle pas du miroir, mais il parle de pousser l'image vers la droite, l'ancienne image. Et puis, il travaille sur la nouvelle image devant lui. Mais déjà, on est en train de bouger les deux images. Ouais, alors ça, tu vois, quand il a dit ça, là, pareil, je voulais pas le couper, mais je voulais lui dire, est-ce que tu peux nous scanner ton premier livre de cours? Ça serait bien qu'on ait son premier livre de cours. Parce que, à mon avis, tu vois, entre les phrases qu'on sait qui ont été retirées, entre ces petites choses-là, du miroir, qui étaient différentes, je pense que ça peut être sympa. Je suis quasiment sûr que, alors, vu comment il est organisé, à mon avis, il doit l'avoir quelque part. Voir s'il pouvait pas nous scanner son premier livre qui doit dater, tu vois, de 75 ou 77, parce que lui, il s'est formé instructeur en 77. Ça serait intéressant d'avoir les éditions passées. Parce que même lui, il a dit qu'il y a pas mal de petites choses qui ont bougé, comme tu le disais, et que c'est pas tout à fait ce qu'il y avait au tout départ. Et bien sûr, et c'est aussi tout l'intérêt de la méthode a progressé, évolué, avancé. Elle s'est ouverte à des choses, à l'expérience, au retour d'expérience, des améliorations comme effectivement pourquoi toutes les choses négatives doivent être en noir, on peut le faire en bleu foncé, ça nous va très bien, etc. etc. Donc, je vais voir si je vais lui demander, mais ça serait bien qu'on puisse voir le premier qu'il ait eu, le premier manuel qu'il ait eu. Je pense qu'il doit l'avoir et ça pourrait être sympa de voir les différences. Oui, et de voir qu'est-ce qui avait déjà changé depuis 1966. Exactement. Parce que même lui, il disait qu'il avait l'impression, quand lui, il est venu, il y avait des gens avant lui qui étaient des anciens, qui avaient fait le tout premier cours, et pour lui, il était nouveau. Alors, et maintenant, c'est lui l'ancien. Donc, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Tu sais, ce qui m'a impressionné, mais tu m'en avais un peu parlé, c'est le coup des... il avait fait un cours, c'était 150 personnes. Oui. À l'époque, les cours, ils étaient aussi pleins que ça. Dans les années 70, ouais. Tout le monde voulait faire la méthode Silva. Tous les journalistes ont fait des articles. Il y avait des équipes de scientifiques, il y avait des équipes de sportifs. C'était à la mode, vraiment. Et quand tu regardes tous les gens qui étaient influencés par la méthode Silva depuis très longtemps, qui ont créé leur propre système, leur propre cours, normalement, ils ont fait dans les années 70. Ouais. Toi, quand... C'est bien connu. Toi, quand tu avais fait donc, ton premier cours aux USA, vous étiez combien? Tu te souviens à peu près combien vous étiez? Moi, je n'ai pas fait un cours public aux États-Unis. Mon premier cours public était en Angleterre et il y avait, je ne me rappelle plus, probablement 80 personnes. Ah ouais. Oui, mais moi, jusqu'à 95, excusez-moi, moi, j'avais 100, 110, 130 personnes dans la salle pour la méthode Silva. Tu avais en France 100, 130 En personnes France, en oui. même temps. Ah ouais. Oui, j'étais sur le point de chercher un nouveau hôtel parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ce n'était pas des nouveaux, hein. Il y avait peut-être 60 nouveaux et 70 anciens, quoi. Il y avait beaucoup d'anciens qui revenaient aussi. Et tout ça a changé d'un jour à l'autre quand la fameuse liste de sectes a été publiée. Mais justement, il y a des gens qui ont fait avant 95 qui reviennent et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Parce que moi, je suis venue, la salle était pleine à craquer. Ça a changé, hein? Ah ouais. Oui. Mais partout, la méthode Silva a eu des moments où ça a été accusé ou par l'Église, parce que c'est le travail du diable, ou par le gouvernement, parce que c'est une secte, etc. Donc, il y a toujours eu des résistances. Ce que je trouve, bon,
Et ça, c'est pas du tout mon côté évidemment personnel, professionnel qui était touché, mais simplement, en tant qu'être humain, je trouve ça, c'est tellement dommage parce que c'est un cours qui essaie de libérer des gens, de ouvrir leur esprit, de leur donner les possibilités d'être autonomes. Et il y a tous ces types de systèmes qui essaient de l'arrêter, qui font en fait le contraire. Et Ouais. mmh. Ouais, Voilà, ça c'est autre chose. Mais oui, mais c'est pas unique aux États-Unis qu'il avait des grands cours comme ça. Ouais, c'est non, mais ça, En c'est fou. Hongrie, il avait des cours où il a j'ai demandé: «Comment tu as pu?» 500, 600, 7 personnes pour faire un Ouais. cours de base. Tu imagines? Je dis: «Quoi? Tu fais quoi? Tu loues un stade de foot pour ça?» et il dit: «Non, j'ai l'ancien, centre communiste que je loue pour mes Oui. cours». Je trouve ça génial. Mais c'était Michael, que je lui avais demandé à un moment de faire cours. Je dis, ah, elle est fatiguée, lis, ça serait bien que tu le fasses et tout. Parce qu'il adorait montrer. Mais moi, j'ai fait. Il y avait combien de personnes quand il l'a fait 1 200 personnes à un cours en Hongrie. C'est ouf, c'est complètement dingue. Et tu vois, c'est là où les vidéos manquent, parce que ça aurait été marrant de voir Ouais. 1200 personnes, c'est hallucinant. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais l'article, je me disais, ah ouais, quand même 1200 personnes, mais je percutais pas. Moi, le cours max que j'ai fait, je pense que c'est avec, tu sais, Bendler aux US, et je trouvais qu'on était déjà trop nombreux, on était 90, 100, j'en pouvais plus, je trouvais qu'on était trop nombreux. Mais j'imagine même pas. 1200, c'est vraiment super particulier en réalité. Les gens, ils posent des questions à ces moments-là ou il y a pas Ah, de questions justement, si on veut poser une question, il faut l'écrire et D'accord. il y a des assistants qui circulent avec un panier et puis pendant les pauses, on choisit les questions qu'on considère les plus pertinentes et les plus intéressantes pour tout le monde Ah, et on répond justement aux questions écrites, après la pause. je comprends. D'accord. Ah ouais, l'organisation n'est pas du tout la même. Oui. Mine de rien, alors après, pour les instructeurs, c'est un peu moins bien, mais pour les apprenants, moi, je trouve ça cool, la proximité qu'on arrive à avoir. Bon, il y a des moments, moi j'ai vu qu'il y avait du monde, il y a des moments, il y avait moins de monde, et je trouve que c'est chouette parce que il y a de la proximité. Après, les temps de pause sont des éléments importants, et je sais que toi, tu aimes bien breaker, vraiment te couper un petit peu pour te ressourcer un petit peu, mais je trouve que on a cette chance-là où on peut poser des questions, on peut donner des feedbacks. Il y a pas mal de choses qui sont sympas aujourd'hui par rapport à ça. Autre point qui était intéressant, oui, Delta. Ah, Quand oui. il est arrivé au niveau, donc je vous rappelle, les ondes cérébrales, 14-21 bêta, 7-14 alpha, 4-7 delta et 1-4. Non, 4 à 7, c'est θ Pardon, Theta, et un et demi-cycle à 3 ou 4, c'est delta. c'est Delta, exactement. Donc, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que à un moment donné, il a entendu José expliquer que Delta était demi-actif. Alors, moi, j'ai mis alpha active à ce moment-là, alors que souvent, on disait que Delta est un état où c'est pas actif du tout. Et à mesure qu'il parlait de ça, moi, je rapprochais vraiment ça de l'état SDEL. Je trouve que ça ramène beaucoup au coma hypnotique, tu sais, où on est très, très décalé et plus vraiment connecté. Et en même temps, on arrive à être focalisé sur des choses. C'est pas toujours simple en SDL, hein, mais pour moi, on est dans cette notion-là, toi, de demi-actif. Si on prend que θ, c'est le niveau somnambulique, comme on a plus ou moins réussi à cadrer, on pourrait se dire que l'SDL approcherait cette notion active-passive qu'on pourrait trouver au niveau delta. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait dire delta, on ne sait pas parce qu'on n'a plus conscience. Or, on se rend compte quand on est en SDL qu'on a conscience, mais qu'on n'en a rien à faire du monde. Mais on a quand même conscience de nous, de se sentir bien, d'orienter des idées, même si elles ne restent pas hyper focalisées.
Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme notion, cette remarque qu'il a entendue de la part de José par rapport En fait, José le disait souvent, hein, Ouais. il disait effectivement, quand on entre dans le monde, la première fréquence cérébrale qu'on a, on est dans un corps physique, un fœtus, et on est né avec, c'est delta. Et juste avant qu'on meure aussi, on enregistre les ondes delta. Donc pour lui, c'était comme le portail justement pour arriver dans la vie physique, objective, et pour sortir. Mais je n'avais pas fait la connexion avec l'état SDL, mais en fait, je crois que est-ce qu'on a pu mesurer où on est, justement, avec Au un niveau des ondes cérébrales. électroencéphalogramme. Mais je demande si on est en delta, effectivement, parce que c'est plus que hypnose profonde, c'est un autre état. On est totalement déconnecté, on n'écoute plus son hypnotiseur. Donc, normalement, on associe alpha avec auto-hypnose ou hypnose légère et theta avec hypnose profonde, somnambulisme même. Mais SDL, c'est au-delà de ça. Donc, peut-être SDL, c'est delta. Est-ce que ça a été physiquement mesuré? J'en sais rien. Je vais pouvoir te le dire. Il faudra juste que je retrouve le dossier. Tu sais que tu as Omni Hypnose donc maintenant qui est à Zurich, hein, tu sais, qui est avec comment il s'appelle? Ah, Vim. Non, c'est pas Vim. Si, je crois que c'est Vim. Tu sais, Omni Hypnosis, ça a été repris par un Suisse. Et bon, bref, tu sais qu'ils ont fait tout un boulot avec des scans au niveau somnambulique et au niveau SDL. Et j'ai un copain qui. Ils ont fait ça. Ouais, ils ont fait ça. Alors, je sais plus le nom de leur Excellent. projet. Alors, comment ça s'appelle? Oui, mais il est président maintenant, mais il est plutôt, il parle allemand et anglais. C'est ça, Je l'ai exactement. rencontré, j'ai fait des cours avec lui. Ouais, oui, il est bien. Oui. Et donc, ils ont fait ça. Et j'ai un copain qui bosse pour eux de temps à autre, là, Brice, qui est aussi instructeur de chez Hellman. Et il m'a dit qu'ils ont fait donc ces tests-là. Et lui, vu qu'il fait partie du staff, il a eu les résultats. Donc, je vais lui demander si dans le dossier qu'il a, les ondes cérébrales, logiquement, il doit les avoir vu que ça a été un scan. Donc, je ne sais pas comment c'est, si c'était un scan ou autre chose, mais peut-être qu'on va avoir les ondes cérébrales. Et si on arrive à voir, bah, comme ça, on pourra confirmer cette Oui, s'il te plaît, oui, parce que moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a pu faire un électroencéphalogramme de quelqu'un en état SDL. Bah, je vais on dire, a fait avec les moines tibétains et là, on a trouvé justement les ondes gamma. Oui, et les gamma, ouais. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Est-ce que toi, depuis, parce que c'était quelque chose que je voulais dire, mais bon, il était sur sa lancée, les gamma, comment aujourd'hui, dans la méthode Silva, est-ce que tu as vu quelqu'un dans la méthode l'intégrer un petit peu justement dans toute l'échelle qu'on a? Parce que nous, jusqu'à présent, jusqu'à ce que José parte, le gamma n'était pas du tout mis en avant. Est-ce que tu as vu un instructeur je crois que depuis 10-15 ans maintenant qu'on est même au courant que ça existe. Exactement, c'est super récent. Est-ce que tu as eu l'impression que pour des instructeurs ou vous, dans le board, est-ce que tu as eu des personnes qui en ont parlé, qui ont vu comment l'intégrer dans la charte, qui ont tenté des expériences ou pas du tout? En fait, j'étais très surprise que la seule personne qui était un instructeur connu aux États-Unis à qui moi j'ai pu parler des ondes gamma, c'était Nelda Sheets, qui était dans le tout premier cours Silva en 1966. Ah ouais? Et elle était courante, elle a écrit un petit article en disant que c'était très intéressant, mais toutes les deux, on a fait la remarque que José, quand on a fait le tout premier schéma, avant justement 1966, il a insisté que l'artiste met une flèche en haut. Alors, il y a certains exemples de schémas où on ne le voit pas. Mais le schéma originel, ça monte et au-delà de bêta, tu as une petite flèche et tu as encore des bandes noires, verts, rouges. Et José disait tout simplement, pour le moment, on ne sait pas, mais il y a sans doute plein d'autres
vibrations et fréquences et états qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il a insisté comme ça dans le schéma et effectivement, il a prévu qu'on découvre autre chose. Alors, là, tu vois, voilà la flèche et voilà les autres bandes. D'accord. Ouais. Ok. Ah ouais. Puis, il était quand même solide, hein, parce que ça a été fait en 69. Ouais, avant même, je crois. Ouais, même avant. 69, le schéma, je sais Bah pas. là, copyright, il est 69. Donc ça Mm-mm. se trouve, ils ont créé ce schéma en. Ah, d'accord. Donc, on n'avait pas le schéma dans le premier cours. Mais ça se comprend parce qu'on n'avait même pas un texte. Tu sais que le premier cours, José a simplement parlé de mémoire. Il n'y avait pas un texte qu'on lisait des exercices. Exact. C'était uniquement quand il a dû former un nouvel instructeur, que l'instructeur dit mais moi, je ne peux pas simplement parler comme ça, que finalement, on était d'accord pour un texte. Donc, ça a un sens que c'était 69. Ouais. Ouais, effectivement. Et donc, hormis cette dame et toi, t'as pas l'impression que ça ait parlé, que ça ait fait réfléchir ou en tout cas peut-être fait faire des expériences parce que ce qui est, voilà. Normalement, j'aurais attendu que Laura, si on allait l'inclure, Laura l'aurait mis justement dans le SLS SIT, mais à ma connaissance, ça n'a jamais été mentionné. Quand les gens, moi, je le mentionne toujours. Hein, parce que c'est de plus en plus connu. Je dis aujourd'hui, on a découvert blablabla, et que 2001, etc. Mais que c'est toujours très contesté. On peut lire n'importe. Attends, je vais te montrer. Yes, donc ça c'est quelque chose que je demanderai. Hop, j'en profiterai la prochaine fois qu'on a Ed pour voir comment lui il le voit, sachant que il a été sur quand même la première génération. Ça va être intéressant de voir comment lui il peut appréhender cette notion-là. Pensez bien à gamma healing. Ah ouais, je connais pas celui-là. Mais franchement, c'est identique à ce qu'on dit à alpha. Et il y a aussi un système qui s'appelle Theta Healing. Theta Healing, ouais. Donc, franchement, je crois que c'est les gens, je ne sais pas comment dire en français, they're jumping on the bandwagon. Comment dire ça en français? Ouais, bien sûr. Ah, il y a quelque chose de nouveau, j'en profite, j'écris un livre. Mais il n'y a pas de preuve qu'on peut accomplir toutes ces choses en gamma. Je l'ai lu, il est très bien fait, mais en fait, c'est presque identique à ce qu'on réclame pour les ondes alpha. Donc, pour le moment, c'est un peu n'importe quoi, la façon dont les gens interprètent. Mais le premier travail était fait vraiment dans une université, et là, c'était bien. Ouais. Il faudrait. Tu vois, je l'ai mis en question là avec Ed. Je pense que ça peut être sympa de voir lui comment il aborde, s'il l'a abordé, s'il a réfléchi, etc. Oui, ça peut être chouette. bien. Demander à Ed aussi. Ça, je pense que ça peut être. On va avoir plusieurs sessions avec Ed, je crois. Ouais, bah, tant qu'il a de l'énergie. On va demander à Ed. Ah ouais. Ouais, bah, il a plus d'expérience. Et puis, ce qui est chouette, comme il disait, alors, ça, c'était sur la fin où il dit il y a vraiment des moments, j'ai l'impression d'être connecté à José, dans des manières de penser, dans des idées qui me viennent, ou ce que Jung a appelé en gros, les coïncidences, quoi. Si coïncidence il existe, mais les synchronicités, comme appelait ça Jung. Et il y avait, il nous parlait notamment de son éditrice d'un livre après la mort de José, où il était lui en train d'écrire un bouquin avec José, et elle lui a fait une réflexion, et lui il s'est dit mais en fait elle a complètement raison, et c'est en plus la manière de penser qu'aurait eu José, et pour lui c'était un message indirect, et il s'est souvent senti connecté. Donc peut-être qu'avec le gamma et en se sentant connecté, il va peut-être nous trouver un truc super sympa. Ah ouais, alors j'ai un autre nom qu'il a donné à un moment qui apparemment était assez proche de José. Romero, c'est ça? C'était pas Romero, non? Pepe Romano. Ah, Romano, d'accord, ouais. Yeah. Et lui, il était donc, c'était qui lui dans l'histoire de donc, il était pendant très longtemps, il avait dans le bureau l'équipe, Sylvain, et il est maintenant, il travaille avec
Ed et Joe, et dans le passé, Alex. Donc, il n'est pas officiellement maintenant avec Silva International, mais plutôt avec ce qu'on ESP. appelle Ultramind. Ouais. Mais bon, voilà, c'est les mêmes sources quand même. Oui. Non, oui, Pepe Romero, pardon. Romero. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis Romero. Romero, mais oui, non, c'est lui. Romero. D'accord. Yes, d'accord. Bah, globalement, moi, c'est ça. Tu vois, j'ai noté surtout tous ces les éléments qu'on a vus là. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qu'il a dit, qu'il a partagé, qui te semble sympa à faire remonter là comme ça? Ouf. Ah, on a touché tellement de choses. Il y avait à plusieurs reprises, je voulais intervenir. Oui. Ah, attends. Ah, on a parlé du temps, Mm. on a parlé le porte delta, le fait que José lui-même ne croyait pas en l'ESP. Qu'est-ce qu'on a touché d'autre? Bah, ouais, moi, tu vois, c'est ces points-là là, que j'ai mis en avant, que le Ouais. miroir bougeait pas, que quand on faisait pas bouger le miroir du bon côté, il se passait l'inverse, que tu as redit tout à l'heure. Cette notion objectif, subjectif, spirituel, la notion delta, donc avec cette notion de à moitié actif qu'on avait mis en place. Ouais, après, tu sais, on a passé un certain temps à parler de la pensée et l'impact qu'on pouvait avoir sur les plantes, et c'est parce qu'il complétait tout le principe objectif, subjectif, etc. À un moment, cette notion où lui, il l'a ramené avec soul, donc l'esprit, où est-ce qu'on avait placé, et c'est là où a commencé la démarche avec cette orientation spirituelle. Et après, c'était les anecdotes qu'il nous donnait sur sensation d'être connecté à José, le pote de José, là, dont je te parlais, Romero, là. Et puis après, c'était ce que j'avais mis en amont, trouver ce qui se passe. Ah oui, si, il y avait un élément qui était très, très sympa et que toi, tu as rebondi dessus. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était très pertinent. C'est au moment, tu sais, où on parlait de voir le futur. Et où lui, son hypothèse, ce n'est pas, on n'a pas la capacité de voir le futur, ça j'aime bien cette notion-là, mais on a la capacité de voir ce que pense et planifie une personne à un moment T, c'est-à-dire au moment auquel on lui parle, et ça, on peut le percevoir, on peut le ressentir, on peut le capter. Et c'est ça qui peut donner le plan, la visibilité potentielle, si le plan se déroule bien, on est bien d'accord, du futur de la personne. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on n'entrait pas dans une personne, c'est le futur, mais avec ce qu'il est aujourd'hui, de son passé, donc de ses expériences, de ce qu'il pense maintenant et des objectifs qu'il a, il y a un plan qu'il a à un moment dans sa tête, voilà, qui lui permet, qu'on pourrait capter pour pressentir, prévoir quelque chose et donc voir le futur. Là, c'est beaucoup dire, mais j'ai bien aimé cette notion où il a remis à la place un petit peu la notion qui, pour la méthode Silva et sa manière de voir, et la vision du futur. D'ailleurs, il prenait la blague de la personne qui est voyante et il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui dit c'est qui, hein, et à partir de là, on peut pas faire forcément confiance avec le voyant, en l'occurrence. Mais ça, c'est une blague knock, une des meilleures que j'ai jamais entendue. Elle était mignonne. Elle était très, très mignonne. Mais ouais, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et toi, j'ai senti que ça t'aimais bien comme petite comme explication de Guessing My Mind. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Justement, moi, ça m'a toujours intriguée, cette notion de prédire le futur. Mais quelques-uns des meilleurs voyants que je connais, ils disent non, je ne peux pas prédire le futur, je peux prédire la plus grande possibilité. Et si rien ne change, je peux dire ce qui va arriver si la personne est toujours sur la même route. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais là, en fait, c'est encore plus. Parce qu'en fait, on ne lit pas même une possibilité future, on lit ce qui est déjà dans la pensée de la personne, parce que lui, il a un plan. Et c'est ça qu'Isabelle a fait. Elle ne pourrait pas prédire ce qu'elle allait faire, mais lui, il avait déjà écrit, il avait dans la tête, je vais faire ceci. Et là, elle a capté ce qui était déjà dans le présent, dans sa pensée. Et je me suis dit, c'est comme si tu dis, OK, je prédis que demain,
tu vas aller au supermarché et tu vas acheter ceci et ceci, parce que tu as déjà créé une liste. Mais je ne vais pas pouvoir prédire si tout d'un coup, tu tombes sur un autre élément, et etc. Donc, ça, je trouve très intriguant. L'idée qu'on peut lire uniquement ce qui existe déjà dans la pensée de quelqu'un d'autre. Et on peut se connecter avec la pensée de la personne présente, mais pas dans le futur. C'est ça. Apparemment. Ouais. Et ouais, c'est ça. Puis t'as et là, d'où viennent justement les rêves prémonitoires et tout ça, mais ça, c'est une autre question. Ouais, mais t'as vu qu'à un moment, il était, imagine en 2024, je crois que c'est en 2024 pour les élections, est-ce que on serait capable, c'est une question qu'il posait, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'information dans un futur qui potentiellement n'est pas là et donc ça, c'est une question qu'il posait, mais un des éléments que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, imagine que on arrive à savoir ce qu'un politique pense à un moment T, donc avec l'ensemble du plan à venir, on va dire pour nous en France sur un quinquennat ou sur 4 ans comme aux États-Unis, si tu sais ce que la personne peut penser, c'est-à-dire au travers du vrai plan qu'il a dans sa pensée, sans bien sûr l'ensemble des conjonctures qui pourraient casser cette dynamique, ça nous permettrait d'avoir plus confiance dans les gens en qui on vote et de façon générale, les gens en qui on peut placer notre confiance, etc. etc. J'ai trouvé que c'était intéressant sa vision positive de l'exploitation de tout ça et de se dire, tiens, il y a quelque chose de très intéressant à pouvoir faire dessus. Bien sûr, comme il disait, il faudrait que tout le monde se forme, puis tout le monde atteigne un certain niveau pour pouvoir être bien avec cette idée-là. Mais je trouve que c'était intéressant comme ouverture, en tout cas, entre cette notion de plan, de temporalité, de futur, et ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça. L'exemple classique, c'est le 11 septembre, les 2 tours, et on pourrait dire, mais comment est-ce que ça aurait été possible que les gens ont eu des rêves, des prémonitions, etc. Mais en fait, ça a déjà existé depuis des années dans les pensées des terroristes. Bien sûr. Ils avaient super bien planifié. Donc ça existait dans le présent. C'est ça, ça. c'est vrai, ça, c'est une idée très, très intéressante. Ouais, Très ouais. intrigante. Ce qui peut être amusant dans ce cas-là, tu vois, c'est créer, on pourrait peut-être s'amuser, après là c'est vraiment une hypothèse, mais se créer un petit groupe, que ce soit en ligne ou à un moment quand on est sur Paris, ou ailleurs, je dis Paris, mais Belgique ou ailleurs, et de se dire, tiens, on se crée un petit groupe et on tente en alpha, on fait un peu comme ce qu'avait fait José avec Isabelle, et tenter de voir par rapport aux pensées, et on va demander à la personne de penser son futur, de l'imaginer, de le voir, et voir nous ce qu'on perçoit, et voir ça sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, et voir s'il y a des éléments qui sont complètement à côté, ou s'il y a une structuration qui a été réellement perçue ou pas, sans que ce soit verbalisé à un moment donné. Ça pourrait être intéressant de voir si effectivement, est-ce qu'on est capable sur le travail subjectif d'aller capter le plan volontaire et peut-être involontaire, conscient et subconscient, sur les mois à venir. Ça pourrait être marrant à expérimenter. De toute façon, ça coûte rien. C'est comme faire un cas, sauf qu'on orienterait différemment notre cheminement. Ça peut être sympa. Je crois qu'il y a Robert Stone dans un de ses bouquins qui parle un peu différemment, mais qui a un peu cette idée-là. Faudrait que j'arrive à voir si je peux contacter son fils, parce que son fils en ce moment, il réédite tous les bouquins de son père. C'est vrai? Ouais. Ouais. Il le fait par Amazon. Il le fait via Amazon aussi. Père. Je suis contente. Non, j'ai jamais rencontré son fils. Je connaissais Bob Stone et sa femme, Lola. Ils sont venus, on les a amenés à voir le labyrinthe dans la cathédrale de Chartres. Parce que Lola Stone était fascinée par les labyrinthes. Ah ouais. Marrant. Mais je vais essayer de le contacter là. La dernière fois, je me suis acheté un bouquin qui s'appelle un truc d'hypnose qu'a écrit Bob. Et j'ai vu que c'est son fils qui éditait, donc je vais tenter d'aller en. Je vais lui envoyer un mail parce que ça pourrait être marrant de se faire un meeting tous les 3
et voir lui comment il a grandi avec un père comme Bob et sa mère Lola, tu vois, ça peut être sympa de voir comment il a grandi. Je vais voir si j'arrive à le contacter. Yes, on est déjà nous aussi à 1h05, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des éléments que tu veux rajouter? Non, je crois qu'on a vraiment couvert les points importants, même si on n'a pas pu aller en profondeur. Ouais. Il y a plein de possibilités. Ouais. Donc, nous, on va de toute façon, Ed paraissait content et bien, donc je pense qu'on va faire d'autres numéros. Je vais vous mettre, je pense que j'éditerai en un coup 2 vidéos pour que vous puissiez voir, pour que vous ayez un maximum de visibilité dessus. Je le partagerai aussi sur le groupe Sylva de Facebook. Je vous avoue que là, quand j'ai entendu le fleuve de tout ce qu'il racontait, le traduire, je vous laisse bon courage. Hein. J'avoue que je n'ai pas du tout l'envie de me dire je reprends tout et je tape et après je le mets sur Internet. Je suis désolé, mais non. Parce que vous allez voir quand il parle, il ne s'arrête pas. Mais il ne s'arrête pas du tout. On a l'impression, c'est marrant parce qu'au départ, il dit c'est cool parce que ça ne va pas être une présentation. Et d'un coup, je commence à voir qu'il passe la première, la deuxième, et tu dis, mais il ne s'arrête plus, là, c'est fini. Et il parle. Donc, je vous laisse traduire, apprenez l'anglais, ça va être un bon moyen. Faites la méthode en anglais. Mais je vous avoue. Non, tu as toujours dit que c'est pour les gens qui comprennent l'anglais. Hein. Ouais, si un jour vraiment j'ai le courage et que j'ai le temps, je vous le traduirai. Mais là, je vous avoue que dans l'instant, je ne suis pas chaud bouillant. Mais on verra sur les mois à venir. Quand j'aurai un peu de temps, je me pencherai à tout ça. Mais si on en fait plusieurs, je vous avoue que je ne suis pas sûr que je t'y aide. Donc voilà. Et donc la prochaine fois, on ne sait pas trop. Logiquement, on vous parlera d'intuition. Mais d'ici là, j'aurais peut-être lu un paquet de newsletters et j'aurais peut-être plein de questions et plein d'échanges à faire avec Lee. Donc, on continue sur ce format-là. Je sais qu'il vous plaît. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je sais que parfois, mon côté un peu rationnel pour certains, notamment quand j'ai posé la semaine dernière la question à Lee, comment ça se fait qu'on arrive à distance à avoir ces effets-là? C'est une question qui peut parfois sembler un peu terre à terre, mais j'ai un côté très terre à terre. Et moi aussi. Hein. et toi aussi, mais c'est ça. Et je sais qu'il y a des moments, vu que vous l'avez expérimenté, il y en a qui disent, mais qu'on sait que ça marche. Oui, je sais, mais moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que justement, c'est l'esprit? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est, je ne sais pas, qu'importe le nom qu'on va lui donner. D'ailleurs, le nom a de l'importance. C'est ça, moi, qui me turlupine, entre guillemets, hein, qui m'intéresse de savoir, est-ce que c'est réellement mon cerveau qui est capable de capter quelque chose ou est-ce qu'il y a autre chose qui capte? Je ne sais pas, et c'est tout ça qu'on s'interroge. José a donné un peu sa vision des choses et puis au fur et à mesure, on s'interroge dessus. Donc, on continue ce type d'échange. Nous, c'est toujours un gros plaisir. Lee, un petit mot de la fin? Juste ce dont tu as parlé pour être en fait le sujet pour tout à fait une autre séance. Cette idée de différence entre cerveau et conscience. Ouais. Parce que pour moi, je trouve beaucoup de choses, mais vraiment une des seules possibilités de vraiment mesurer la différence, c'est dans les NDE, les Near-Death Experiences. Ouais. Mais ça, c'est tout à fait un autre sujet. Okay. Ouais, mais on peut le garder, ouais. Oui, mais ça serait intéressant aussi. Ouais, les NDE. Ouais, mais tu vois, voilà, juste j'introduis parce que j'en parlais tout à l'heure avec un copain, Jimmy, qui est hypnotiste et psychologue, et on se posait la question. Tu sais qu'il y a maintenant, avec le transhumanisme, il y a des gens qui veulent faire vivre notre être dans un autre corps qui va être créé, et apparemment, on arrive à amener la conscience vers une espèce d'encodage limite informatique. Et on se posait la question, mais dès lors, la conscience, c'est quoi? Si moi, j'ai un clone de moi qui pense comme moi parce qu'on lui a mis les algorithmes, est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis aussi lui? Et est-ce que lui, il a conscience d'être moi ou est-ce qu'il a conscience d'être lui? Et c'est là où ça devient compliqué. Wow. Et vu qu'on arrive petit à petit vers du transhumanisme, c'est des vraies questions philosophiques à se poser et des prises de conscience de soi qui sont assez complexes, je trouve, mais passionnantes. Passionnante.
Donc, on verra tout ça. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et encore merci. Bye bye.